Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Noël à Rome. Nous sommes en décembre 1806. Un calme assez extraordinaire règne sur la ville du pape Pie VII. C'est le règne de Pie VII à l'époque, en 1806. Et dans sa chambre, un jeune homme est assis sur une chaise. Il a 26 ans. Il réside en vérité dans la somptueuse Villa Médicis. Alors, si l'on veut être précis, il est au fond du jardin de la villa, dans un petit pavillon qui s'appelle San Gaetano. Le directeur de la villa, en effet, a cerné le caractère de ce jeune pensionnaire rêveur, taciturne, un peu sauvage, il faut bien le dire. Et il s'est dit que la turbulence de ses camarades n'était pas faite pour lui. Il l'a installé là-bas. Il est donc Jean-Auguste Dominique. Il est dans sa chambre. Il a pris une chaise et s'est placé juste dos à la porte. En ce 26 décembre 1806, il fait ce qui est un croquis, puis un dessin. Il est en train d'immortaliser cette chambre parce qu'il a bien l'intention de l'envoyer, ce dessin, à sa fiancée qui est restée à Paris, la belle Julie. Et sur ce dessin, il représente donc cette chambre très simple, on dirait un peu une cellule monacale avec un petit lit sur la gauche, une armoire, un bureau sur la droite. Les murs sont entièrement nus, un décor austère. Sauf que sur la feuille suivante, il dessine la vue qu'il possède depuis cette chambre. Vue sur Rome, vue admirable, absolument incomparable sur la ville éternelle. Ingres d'ailleurs va faire plusieurs dessins où l'on voit des dômes, des toits, toutes ces églises, ces clochers, ces obélisques, ces villas, ces ruines et ces monuments tout modernes. Ça fait seulement 2 mois qu'il est à Rome et on peut dire qu'il est envoûté par cette ville, comme tant d'autres l'auront été. Il visite toutes ces églises baroques, tous ces palais néo-antiques et tous ces musées incroyables. Son enfance lui paraît si loin, l'enfance à Montauban. Oh, on ne peut pas dire que son midi lui manque. D'ailleurs, son teint méridional fait presque de lui un Romain. On peut le confondre avec un Romain lorsqu'il se promène dans les rues. Il y a quand même une ombre au tableau. C'est qu'il y a eu à Paris un salon. Le salon de 1806 qui a ouvert ses portes alors qu'il était lui-même en route pour Rome. Et il n'a, dans ce salon, exposé que des portraits qui, disons-le, n'ont pas été bien reçus. Les portraits de sa belle famille ont été jugés trop secs et le célèbre portrait de l'empereur, jugé étrange, figé. Quelques jours avant Noël, il a laissé éclater son mécontentement dans une lettre, le jeune Ingres. « Je sais tout ce qui se passe à Paris sur mon compte, écrit-il. Le salon est donc le théâtre de ma honte. Je suis victime de l'ignorance, de la mauvaise foi, de la calomnie, et je n'ai de vous aucune consolation, mes amis. Les scélérats, ils ont attendu que je sois parti pour m'assassiner de réputation, et je ne suis pas là, je ne peux pas me défendre. » Et un peu plus loin dans cette lettre, il dit « Oui, l'art aura bien besoin qu'on le réforme, et je voudrais être ce révolutionnaire-là, mais patience. Je ferai tant des pieds et des dents que cela sera peut-être un jour, et j'y mets toute mon ambition. » On peut dire de ce séjour dans la ville éternelle que pour l'ancien élève de David, qu'est Ingres, ça pourrait être l'occasion de révéler non seulement son talent, mais ce qu'on doit pouvoir considérer comme son génie, faire comprendre à Paris que le révolutionnaire de l'art n'est peut-être pas là où on l'attend, qu'il se trouve peut-être en ce moment au-delà des Alpes et que son dessin tellement classique pourrait receler quelques surprises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pour quelle raison Ingres est à Rome. Il y a 5 ans, en 1801, il a décroché le premier prix de Rome, bien entendu, pour son tableau « Achille recevant les envoyés d'Agamemnon ». Ça a fait de lui donc un des pensionnaires du palais Mancini, puisque à l'époque, on n'est pas encore à la Villa Médicis au moment où il a décroché le prix de Rome. C'est seulement en 1803 que l'Académie de France s'est installée à la Villa Médicis. Seulement voilà,
Le contexte financier n'a pas permis à l'État d'entretenir tous ces artistes de Rome et sur les conseils et à la demande de Napoléon, on a un peu calmé le jeu et la convocation a tardé. C'est au bout donc de 5 ans d'attente en 1806 qu'Ingres a reçu la convocation à la villa. Il en est très heureux, mais il va pour aller à Rome et pour faire ce grand tour, il va être obligé de s'éloigner, de mettre de la distance entre lui et cette jeune fiancée qu'il adore. Au début de 1807, quand les parents de Julie apprennent que le séjour à la Villa Médicis est prévu pour 4 années et que celui qui devrait être leur gendre s'apprête à demeurer là-bas de façon surprenante, ils décident de rompre les fiançailles. Alors, dans un premier temps, Jean-Auguste Dominique est surpris. Seulement, il a tellement de choses à voir, à faire à Rome, qu'il va tourner la page. Quelque part, la ville éternelle va remplacer dans son cœur cette Julie qui occupait toute la place. Il va découvrir tout ce qu'il y a à voir là-bas. C'est complètement extraordinaire pour un artiste en formation. Vous imaginez toute l'œuvre de Raphaël, bien entendu, que jusque-là, il avait uniquement connu par des gravures. Et on sait que les gravures ne sont qu'un reflet souvent pâle de la splendeur des tableaux. Il va également s'inspirer de Raphaël. Comme pensionnaire, on demande à chaque artiste de réaliser et d'envoyer à Paris une copie d'un maître ancien, une œuvre historique et 3 académies grandeur nature. Eh bien, il a trouvé son maître, Ingres, bien sûr. Ça correspond, l'art, la simplicité, la pureté ultra-classique de Raphaël correspond exactement à sa propre inspiration. Alors à Paris, l'Institut est là pour juger de la conformité des tableaux à l'esthétique antiquisante qui est encore en vigueur. N'oubliez pas qu'on est en plein sous l'Empire, hein, on est de toute façon dans cette ère néoclassique. Ingres est là, Jean-Auguste Dominique, qui peint tranquillement, qui dessine et qui peint dans son pavillon là-bas au fond du jardin, dans son atelier. Quand il en sort, il emporte toujours avec lui un petit carnet sur lequel il griffonne, il dessine, il croque les paysages de Rome. Ces dessins, très longtemps, vont être oubliés. On s'est surtout concentré sur les tableaux d'artistes, bien sûr. Ce n'est que dans les années 1950 que Hans Neff, vous savez, qui publiait tant de merveilles, en a fait un véritable ouvrage. Et on peut suivre Ingres dans ses pérégrinations romaines. C'est formidable, ces petits carnets. C'est dans cet ouvrage, on peut dire, qu'on retrouve la fameuse chambre du petit pavillon et dans la préface, un extrait de la dernière lettre d'Ingres à Julie, alors que les fiançailles sont sur le point d'être rompues. Le jeune homme justifie sa présence à Rome et, quelque part, il supplie Julie de comprendre sa décision. Il faudrait être aveugle de mauvaise foi pour ne pas avouer que c'est un climat et une ville intarissables en beauté de tout genre, en architecture pittoresque surtout et en beaux effets. Je m'occupe, en attendant mieux, à crayonner d'après et vous faire jouir par de faibles ressouvenirs, écrit-il. Tout ce qui m'arrive a, je crois, doublé mes moyens. Moi, me figurer que je pourrais sitôt quitter un pays qu'il faut connaître pour en sentir tout le prix. De grâce, agrez et obtenez que je puisse rester mon temps entier à Rome, où je puisse y faire ce que demande grande satisfaction. Je vous le demande à 2 genoux, il m'est impossible de quitter sitôt un pays si merveilleux. Mais oui, je vous l'ai dit, le cœur d'Ingres est pris. Il n'obtiendra pas de réponse à cette dernière lettre. L'amour de Julie est déjà derrière lui, mais il a devant lui l'amour intarissable de la ville éternelle. Vous écoutez Radio Classique. Alors généralement, l'habitude pour les pensionnaires de la Villa Médicis, en tout cas ceux qui étaient peintres, jeunes peintres, c'était de peindre des nus masculins. Ingres va faire un autre choix, ce sont des nus féminins qu'il peint dans son atelier. Il réalise notamment une superbe baigneuse à mi-corps où l'on voit une femme de dos, nue, les cheveux noués dans un somptueux turban blanc et rouge, le visage tourné vers la gauche et qui croise les bras en soutenant sa poitrine. Et puis il va réaliser la même année un deuxième nu, toujours de dos, la baigneuse qu'on appelle la baigneuse Valpinson. Le tableau représente toujours cette femme vue de dos, coiffée d'un turban, assise sur le rebord d'un lit cette fois, avec cette lumière qui vient tout nimber. C'est assez extraordinaire. Et
La vérité, c'est que à l'Institut, on est un peu dubitatif quant aux choix qui ont été faits par le jeune homme. Les académiciens considèrent que les dos manquent de réalisme. Et ça, alors là, quand on parle du réalisme, c'est tout le paradoxe de ce peintre classique qui est censé être au plus près de la mimétisme et qui, en vérité, est un vrai faux classique, Jean-Auguste Dominique Ingres. Voici ce que nous dit mon ami Serge Legat, que j'ai grand plaisir à citer et dont je sais que vous êtes nombreux à regretter les conférences radiophoniques que nous faisions sur la peinture en d'autres temps, n'est-ce pas ? Voici ce que dit Serge. L'audace d'Ingres, c'est que ce peintre qui dit sans cesse qu'on doit respecter la réalité passe son temps à la déformer. Pour lui, et c'est probablement le côté musical d'Ingres qui ressurgit, il y a une harmonie supérieure. Il fait comme un musicien ferait ses gammes. Ingres recherche l'harmonie parfaite qui passe par l'arabesque, qui passe par le dessin, et il les multiplie pour arriver à la ligne qui sera la plus belle, quitte à ce qu'elle ne soit plus totalement dans la vérité. Et toute sa vie, on fera remarquer au peintre qu'il y a ici 2 ou 3 vertèbres de trop, n'est-ce pas ? Vous rappelez la grande odalisque, ou bien un sein qui ne respecte pas tout à fait la logique du placement anatomique, des jambes qui ne sont pas non plus exactement là où elles devraient être. Bref, depuis ses débuts, Ingres s'amuse avec tout ça. Et il veut rendre les choses infiniment harmonieuses selon son œil, selon ses conceptions, plus que telles qu'elles sont dans la réalité, comme d'autres peintres néoclassiques de la même époque auraient pu le faire. Je pense bien sûr à son maître David, entre autres. Bref, pendant 4 ans, Ingres va dévorer à pleines dents cette vie artistique et esthétique qu'il mène à la Villa Médicis. Et puis arrive en 1810 le terme de la pension. Et à ce moment-là, alors qu'il devrait rentrer à Paris, bien sûr, il fait le choix de rester à Rome. Il faut dire qu'à Paris, les critiques à son encontre continuent d'être très persistantes. Vous savez, quand vous essayez de mener votre chemin, d'avancer sur votre voie, vous avez tous les pisse-vinaigres, bref, en gros, tous les imbéciles de l'époque qui essaient de mettre des choses trappes sur votre route. C'est comme ça, c'est de tout temps, ça a toujours existé. En 1810, Rome, ne l'oubliez pas, fait partie de l'Empire français. Maintenant, d'ailleurs, le pape Pie VII n'est plus dans sa ville éternelle. Napoléon l'a assigné à résidence à Savone, dans le nord de l'Italie. La ville grouille de Français, la ville éternelle. Et Ingres va se faire de tous ces Français une clientèle. Déjà, il s'est fait reconnaître par un certain Joachim Murat, bien entendu, le roi de Naples, qui a pu voir sa dormeuse de Naples. Murat veut absolument acquérir ce tableau incroyable, mais malheureusement, c'est une œuvre que Ingres a promis de faire parvenir à l'Institut de France. Murat ne veut rien entendre. On fera croire à l'Institut que par une maladie qu'il aurait cloué au lit, eh bien, Ingres n'a pas pu peindre ce tableau. Et c'est la raison pour laquelle il ne parviendra jamais à Paris. Le roi de Naples est le plus fort et Ingres s'amuse de tout ça. Il se fait un nom dans cette péninsule italienne, ce qui fait de lui un peintre plus connu à Rome et à Naples que dans son propre pays, puisqu'on commence presque à l'oublier à Paris. Alors pour vivre à Rome, Ingres peint des portraits de riches voyageurs. C'est la grande époque du Grand Tour. Vous savez, toutes ces personnes qui viennent faire le tour de l'Italie pour voir des merveilles, pour se former un goût, un jugement, pour se former une vie aussi, un caractère. Et c'est le gros des revenus d'Ingres de faire les portraits de ces voyageurs. Et puis en parallèle, il peint de grandes toiles historiques ou mythologiques. Jupiter et Thétis, Romulus vainqueur d'Acron, Virgile lisant l'Énéide, vous connaissez ce tableau. Et Ingres est en pleine possession de son art à ce moment-là. On peut dire que son séjour à Rome a été une sorte de... Ça a été l'acmé pour lui. Ça lui a permis de révéler la plénitude de tous ses dons. C'est aussi l'occasion de nous tisser des liens amicaux avec tous les grands commis de l'administration impériale. Il va peindre un grand portrait de Caroline Murat. Elle l'aime tellement, ce portrait, qu'en 1813, elle va lui commander une grande odalisque. C'est l'un des plus célèbres tableaux du musée du Louvre aujourd'hui, qui sera d'ailleurs jamais payé, puisque la reine Caroline, au moment où le tableau est achevé en 1814, a quelques problèmes. C'est l'effondrement de l'Empire, bien sûr.
Ingres rencontre la femme qui va être le grand amour de sa vie dans cette cité éternelle. Elle est assez extraordinaire, cette femme. J'ai eu l'occasion de m'intéresser à son cas il y a quelques années. Elle s'appelle Madeleine Chapelle. Madeleine Chapelle a exactement le même âge que Jean-Auguste Dominique. Elle est originaire de la Creuse. Elle est modiste au départ et elle est venue, elle aussi, se former à Rome. Pas oublier l'importance de Rome dans l'esthétique de l'époque. Et désormais, on la voit poser pour son mari qui va la dessiner, qui va la peindre. Vous savez qu'elle va devenir le modèle favori d'Ingres, bien sûr. Ingres habite pas loin de la Trinité des Monts. Et il propose toujours de peindre des portraits, mais à vrai dire, sa activité le fatigue. Elle le détourne de ce qu'il aime peindre, lui, c'est-à-dire ses grands tableaux. Il voudrait, s'il pouvait, il ne se consacrerait qu'à ses grandes compositions. Et voilà donc que la chute de l'Empire et la disparition de cette clientèle qui lui permettait de vivre assez confortablement, voilà que tout ça va bouleverser de nouveau sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un peu la période des vaches maigres pour Jean-Auguste Dominique Ingres et Madeleine Chapelle, qui est maintenant sa compagne. Au salon de peinture de 1819, salon qui se tient au Louvre, évidemment, Ingres a fait parvenir sa fameuse odalisque, la grande odalisque, critiquée une fois de plus pour son manque de réalisme. Il y a des médecins qui sont là, qui observent, qui affirment qu'il y a trop de vertèbres, notamment des dorsales et des cervicales, et puis le rachis cervical est en hyper-rotation droite. Bon... Ingres n'est pas assez classique pour plaire aux classiques, mais le problème, c'est qu'il n'est pas non plus assez novateur pour plaire à la nouvelle tendance, vous savez, à cette espèce de romantisme qui est en train de s'immiscer dans l'art, avec notamment Delacroix, bien sûr. Ingres va faire face à une coalition de peintres italiens qui se plaignent par ailleurs de la présence d'artistes français restés dans la ville éternelle en dépit du départ de l'hégémonie impériale. C'est fini l'Empire, c'est tombé. Ingres regarde tout ça d'un peu haut, il faut bien le dire. En 1820, dans cette période de restauration, en France bien sûr, mais d'une façon plus générale dans l'Europe, Ingres réalise un tableau pour l'église de la Trinité des Monts, tableau sur lequel le Christ est représenté remettant les clés à Saint-Pierre, et qui va avoir un grand succès, ce tableau. Ce qui n'empêche pas qu'Ingres est bien obligé d'imaginer qu'il va devoir un jour rentrer, il va devoir partir de Rome. Je cite Manuel Jovet dans sa biographie d'Ingres. « Ce succès, dont les échos parviendront à Paris, n'empêcha pourtant pas l'artiste de quitter Rome où son sort demeurait incertain. En 1820, à l'invitation de son ami Bartolini et dans l'espoir d'y trouver une plus vaste clientèle, il s'installe à Florence. Mais il ne tarde pas à déchanter. Il règne dans cette ville un milieu très conservateur avec une académie axée sur les modèles du néoclassicisme parisien. Ceux-là même qu'Ingres avait rejeté dès le début de sa carrière. Et les artistes déjà en place se disputent âprement une clientèle restreinte. Nul ici ne me connaît. J'ai des ouvrages que personne ne vient voir et encore moins acheter, écrit-il à son ami Gilbert. Il peint quelques portraits, comme toujours somptueux, Bartolini, le banquier Jacques-Louis Leblanc et sa femme, le comte Gourieff, ambassadeur de Russie. Il copie la Vénus de Titien et son modelé, noyé dans la lumière, ne sera pas sans incidence sur ses propres nus à venir. Mais tout cela ne fait pas avancer sa carrière. Il manque encore quelque chose pour que Ingres puisse jouir de la notoriété qu'il mérite. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1820, alors qu'il est donc à Florence, c'est intéressant de voir qu'il suit directement les pas de Stendhal, d'ailleurs, bien sûr, je ferme ma parenthèse. Ingres reçoit une commande du ministère de l'Intérieur pour la ville de Montauban, justement. On est toujours dans le contexte de la restauration monarchique. On lui demande de peindre un tableau qui témoignerait de l'attachement de la France à la religion catholique. Et on lui demande d'illustrer le vœu par lequel Louis XIII a consacré son royaume à la Vierge Marie. Je cite de nouveau Manuel Jovet. D'abord décontenancé par l'association des deux sujets, l'action du roi et l'Assomption de la Vierge, et par la difficulté de superposer deux registres, profanes et sacrés, Ingres décida de remplacer l'Assomption par une Vierge à l'enfant apparaissant triomphalement sur l'autel. Ici encore, il céda sans retenue à son admiration pour Raphaël. Le style rappelle fortement l'art du maître italien, symétrie accentuée, dignité des figures, formes amples et saillantes, parfaitement équilibrées, nous dit Emmanuel Jovet.
La Madone et les deux angelots qui portent le cartel sont presque des citations. Ingres, on l'a vu, a toujours abondamment puisé dans les formes artistiques du passé en les interprétant, en les revivifiant par le travail d'après modèle vivant. Mais cette fois-ci, l'imitation est presque littérale. La Madone, surtout, est une figure de convention qui ne doit rien à la nature. N'ayant pas trouvé de modèle féminin, l'artiste avait demandé à son ami le peintre Abraham Constantin de prendre la pose. Mais celui-ci ne parvenait pas à trouver l'attitude juste. Alors, Ingres, déshabillé, montait à son tour sur l'échelle et posait lui-même devant Constantin, qui dessinait en guise de vierge ce petit homme trapu tenant avec majesté son paquet de linge en guise d'enfant Jésus. Il ne faut pas toujours être dans les coulisses des grandes créations, n'est-ce pas ? La réception du tableau en France va en tout cas apporter au jeune artiste, enfin un artiste qui commence à devenir un petit peu moins jeune maintenant d'ailleurs, il va apporter à Ingres la consécration qu'il attendait au salon de 1824. On estime qu'il est désormais le chef de file des classiques, mais c'est l'époque que choisissent les romantiques pour entrer sur la scène de l'histoire de l'art, n'est-ce pas ? Et ça va être le fameux duel, j'allais dire à mort, pas tout à fait, mais un duel terrible entre Delacroix et Ingres. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous le raconter. Bref, vous avez compris que cette première période romaine d'Ingres est terminée et qu'en 1824, c'est-à-dire au moment où meurt Louis XVIII et où Charles X monte sur le trône, eh bien lui est déjà en route pour la France, pour Paris, Paris qu'il n'a pas fini d'éblouir. Vous écoutez Radio Classique.